Moi, j'avais 5 ans en 1945 et le souvenir que j'ai, c'est de ma maman qui est rentrée d'Auschwitz. Tout le monde atterrissait à l'hôtel Lutetia à Paris. Et quand j'ai vu maman, elle avait des sabots, elle avait une espèce de cape noire. En dessous, je ne peux pas vous dire ce qu'elle avait. Elle était comme un fil de fer tellement elle était maigre, pas mince, maigre. Et vraiment, c'est le seul souvenir que j'ai de maman qui arrivait de déportation. Et à 5 ans, ça m'a marqué, ça, toute ma vie, je serais marquée. Alors, je vais vous dire certaines choses que vous pouvez écouter. D'autres choses, non. Maman, quand elle est rentrée, c'est ce que j'expliquais. En 1945, on avait 5 ans. Donc 5 ans, des enfants de 5 ans ne posent pas de questions. Moi, j'avais une sœur qui malheureusement est décédée en 68. Donc elle avait 30 ans. Et ma sœur avait 7 ans et moi 5 ans. Donc, à 7 et 5 ans, on ne pose pas de questions. On était tellement heureuse que maman soit rentrée de déportation. Alors, ce que je peux vous dire qu'elle m'a raconté, là-bas, c'était pas des amis, c'était des copines, parce que des amis, vous savez la différence entre copines et amis, vous le savez. Bon. Donc j'ai pas à vous l'expliquer. Là-bas, tout le monde était copain, copine, puisque c'était pas mélangé, c'était que les femmes. Maman était avec une dame. Elle était donc, que je vous dise, parce que c'est important, elle était en même temps que Madame Simone Veil. Quand Madame Veil a été enterrée et son fils, qui est avocat, a fait un message mais extraordinaire sur sa mère, et vous pourrez le retrouver sur Facebook. Vous tapez Jean Veil, message à sa maman, et vous allez voir, c'est quelque chose de magnifique. Donc je reviens à la déportation. Cette amie, parce que je dis amie à l'époque, dit à maman, parce que les Allemands poussaient, entre guillemets, j'espère que vous comprenez ce que je dis, ils poussaient la gentillesse de laisser choisir aux femmes. Il y avait une porte à droite, une porte à gauche. Donc, sans rien dire évidemment, et il laissait aux personnes le choix, ou à droite ou à gauche. Et maman était donc avec cette amie, et cette amie, elle lui dit « Viens avec moi ». Maman, elle fait un pas, puis elle dit « Non, je ne vais pas là. Pourquoi, je ne peux pas vous l'expliquer ». Et elle-même n'a pas su l'expliquer. Elle est partie de l'autre côté. Son amie a été gazée et elle est rentrée de déportation. Ça, c'était vraiment sur la fin, où quand les Allemands, vous savez, ils brûlaient le plus de personnes. Ils voulaient qu'il reste de moins en moins de personnes vivantes à Auschwitz pour pouvoir raconter, évidemment. Les Allemands étaient tellement gentils que quand une femme était enceinte, il la laissait accoucher, il la laissait accoucher. Et quand le bébé venait au monde, il jouait avec le bébé avec des baïonnettes. Est-ce que vous pouvez vous imaginer comme un ballon? Le bébé, c'était comme un ballon avec les baïonnettes et un bébé vivant. Et là-bas, dans l'autre camp, il y a c'était une juive, une dame juive qui était médecin, qui avait réussi à prendre un poison. Et il y avait une dame qui était enceinte et elle lui a donné le poison. Son bébé venait d'accoucher. Je crois que vous n'allez pas pouvoir vous en rendre compte, mais c'est la propre maman, donc la maman du bébé qui venait de naître, elle a tué son enfant pour ne pas qu'il subisse toutes les atrocités que les Allemands pouvaient faire. Elle a préféré le tuer. Est-ce que vous pouvez imaginer une seconde que votre mère pourrait vous faire une piqûre et vous tuer? Et je suis allée avec maman donc il y a 20 ans. Je ne voulais jamais aller à Auschwitz parce que je n'y arrivais pas. Disons la vérité, je n'y arrivais pas. Et j'ai voulu faire plaisir à maman, j'y suis allée. Donc elle m'a tout fait visiter et elle m'a bien dit, quand on y est allé, si c'était comme tu le vois en ce moment, on était dans un étoile, entre guillemets, 5 étoiles.
Parce qu'évidemment, s'ils pouvaient manger de l'herbe, ils auraient mangé de l'herbe. Hein, tellement ils avaient faim, tellement ils avaient... Mais il n'y en avait même pas parce que c'était l'hiver. Hein, et ils marchaient avec des espèces de chaussures trouées dans la neige. Ils étaient obligés, à des 4 heures du matin, sortir. Ils étaient à peine couverts. Ils mettaient des journaux sur eux pour ne pas avoir froid. Le peu de choses qu'ils trouvaient, évidemment. Le peu de choses qu'ils trouvaient. Et quand maman a été déportée, ils ont arrêté maman parce qu'ils cherchaient mon père qui était maquisard. Mais évidemment qu'il ne s'est jamais présenté parce que lui aurait été tué et elle, de toute façon, elle ne serait pas rentrée. Alors, après 1945, quand ils sont rentrés sans rien, évidemment. Je les voyais très peu parce qu'ils travaillaient énormément. Donc, j'ai des souvenirs vagues de ça, parce qu'ils partaient le matin et bien souvent ils rentraient le soir. Il y a des choses que j'ai, mais peut-être j'ai occulté, parce que je pense qu'il y a des choses que je veux pas me rappeler, parce que si j'y pense, et souvent c'est la nuit, on n'arrive plus à dormir. Quand je me suis mariée, j'ai eu donc un enfant, un seul, et à l'âge de 12 ans, donc il est né en 67, mon fils 12 ans après, tu comptes, a posé les questions à ma mère, hein, mais bien longtemps après, bien longtemps. Donc là, elle s'est ouverte, elle a commencé à parler et elle n'a plus jamais arrêté. Ce qui fait qu'elle a parlé, mais plus jamais arrêté. Il ne faut jamais oublier, jamais. Ce que vous faites, c'est magnifique. Magnifique, et si vous allez le transmettre, c'est quelque chose de... Je vous en remercie parce que c'est fabuleux ce que vous avez fait. Vous savez ce que disait maman ? Et j'ai toujours, toute ma vie, de petite enfance, 3 ans avant, j'ai toujours entendu maman me dire, si tu veux être respecté, respecte d'abord les autres. Y avait-il, dans les années 30, des actes antisémites dans le Valenciennois ? Très difficile pour répondre, moi j'avais 2 ans à cet âge-là. Vraiment, c'est le seul Mais de maman. il y avait un antisémitisme de nationalité. Les Polonais. Polonais, c'était pas tellement bien vu, mais ils venaient pour travailler et ils prenaient peut-être le boulot des autres. Antisémitisme direct, non, mais étranger. Oui, ben, on a su par les parents qu'il y avait des pogroms. Un pogrom, vous savez ce que c'est ? Non. C'est-à-dire que vous avez un magasin, on baratine les gens, on les excite, et ils viennent, ils cassent tout. Vous aviez en Pologne des villages occupés par des juifs, des quartiers occupés par des juifs, et puis des antisémites descendaient dans le village, tuaient les hommes, violaient les femmes, hein, et que ce soit les villages ou les villes, il y avait des quartiers dans les villes où les gens, et ça s'est appelé des pogroms. Et c'est pour ça que beaucoup de juifs polonais se sont, et pas évadés, mais sont partis de Pologne, en Allemagne, en France, et ailleurs. Mais il y avait des programmes artisanaux, parce que je dis artisanaux, on descendait sur un village, ils n'étaient pas forcément nombreux, hein, mais Hitler, c'était du programme industriel. Mon père est né en 1896, il est arrivé en 1920 en France, chassé, puisque toute sa famille a été chassée par les pogroms, il avait un frère qui est parti en Russie, lui est arrivé, il était fourreur. Et il a été arrêté le 11 septembre 1942, la fameuse rafle du 11 septembre 1942, arrêté par un soldat allemand et un policier français. Il était emmené à la gare de Valenciennes et ma mère a été arrêtée aussi. Mais à l'époque, on arrêtait les juifs apatrides. Hein, et il a été arrêté, mais ma mère était française. Elle était française. Mais quelqu'un est intervenu et c'est une voisine qui m'a pris, puisque j'avais 19 mois, c'est une voisine qui m'a pris dans les bras. Et quand elle est arrivée à la gare, quelqu'un est intervenu en disant « Madame Coppel est française ». Donc on l'a relâchée. Mais 8 jours après, elle est partie en Normandie. Elle s'est sauvée.
Mais à l'époque, on arrêtait les juifs apatrides. Et peu de temps après, ils ont arrêté tous les juifs, qu'ils soient apatrides ou pas. Pendant la guerre, on a ramassé à Valenciennes ceux qui étaient apatrides, donc pas de nationalité, pas de papier, et étrangers, polonais d'origine, russes. Et par exemple, mes parents qui étaient français naturalisés, mon père, il est venu en France avec un contrat de travail. Il a travaillé dans une usine qui était sur le boulevard Arpigny, l'usine des tubes. C'est vieux, ça. Et les étrangers ont été ramassés. Ils ont été emmenés en Belgique et plus tard à Auschwitz. Parce que le bébé était vivant, évidemment. Et mes parents n'avaient plus le droit de faire du commerce. Il fallait se débrouiller. Pendant la guerre, il fallait se débrouiller pour n'importe quoi. Pour manger, pour le marché noir qui fonctionnait. C'est une façon de pouvoir se ravitailler. Je crois que vous n'allez pas pouvoir vous en rendre compte. Et on achetait ce qu'on trouvait, on revendait. Ça fonctionnait. Mais disons que nous-mêmes, on avait une voiture qu'on a déclarée, mais on ne l'a pas prise. Mais on n'avait pas de papier, on n'avait pas d'essence pour rouler avec. Mais en tant que juifs, nous personnellement, on n'était pas les seuls. On n'a pas été embêtés. Principalement, comme son papa et d'autres. Par exemple, il y avait des familles qui ont été emmenées à la gare. Et puis, il y a eu certaines situations où les Allemands qui étaient là, il y avait un chef. Donc, ils avaient la liste des gens. La liste, les noms, les adresses et tout. C'est comme ça qu'on a ramassé les gens. Les gens, ils ne savaient pas. Ils se sont livrés. Difficile de savoir ce qui va se passer à l'avance. Alors, il y avait une dame qui était enceinte. On arrive là, qui c'est cette femme-là? Oh, c'est madame. Je crois que c'était de la famille des Chamanovitch, je crois. Elle attendait un bébé, il a dit... Le peu de choses qu'il trouvait, évidemment. Moi, je ne fais pas la guerre aux femmes enceintes. Donc, et le seul endroit où elle n'a pas su rentrer avec moi... Alors, toute la famille est repartie. Ils se sont peut-être fait ramasser plus tard, parce que la guerre a duré quand même longtemps, sans papier. Et on pouvait avoir, par certaines occasions... Il y a eu des commissariats de police qui ont délivré des papiers de nationalité. Ça arrivé aussi. Ça a sauvé les gens. Si vous étiez français, avec des faux papiers, mais bon. Vous voyez, ça s'est passé comme ça. Alors moi, j'allais à l'école avec l'Étoile, qui est toujours là. Et... Le matin, il se réveillait, il savait pas... Beaucoup de gens ont survécu, se sont cachés à droite, à gauche. Beaucoup ont survécu et beaucoup ont été ramassés. Alors, à Valenciennes, proprement dit, il y a 100 personnes, 100. Ça fait une centaine. 100 personnes qui sont parties, ramassées, qui ne sont jamais revenues. Maman a retroussé, et mon père a retroussé parce qu'il est rentré. Et bon, quand il y avait des fêtes, les gens venaient par tradition, par habitude de leur famille déjà de Pologne. Et quand maman était... Donc ils ont retrouvé un endroit où il y avait des coreligionnaires. Bien souvent, quand ils arrivaient en France, ils s'arrangeaient pour être dans le même quartier, la plupart. Donc pour les fêtes juives qui sont très importantes, ils se réunissaient facilement. Ouais. Mais bien souvent, c'est pour ça qu'on a appelé le ghetto. Dans les ghettos, on retrouvait des gens de même origine, de même race. Enfin, on ne va pas parler de race, on va pas de même religion. Hein. Et quand ils étaient immigrés comme ça, c'est pas vrai. Ils cherchaient le contact. Déjà, ils avaient des difficultés avec la langue. Ils ne parlaient pas le français. Ben ouais. Ils parlaient le yiddish, qui est un patois d'allemand.
C'est-à-dire qu'on faisait les marchés. Et d'un seul coup, les Juifs n'avaient plus le droit de faire de commerce. Alors, on a évalué le prix d'une voiture, le matériel. On a adjoint un commissaire à chaque boutique, même qui faisait le marché. C'était un commerçant, peu importe. Et on a indemnisé après la guerre, sous l'impulsion des Américains, qui avaient des groupes juifs assez costauds. Et le peu que les gens avaient au marché, la marchandise, ou une maison ou un magasin qui avait été spolié, ils ont été indemnisés d'une certaine valeur. Oui, d'un seul coup, il fallait tout liquider, ils n'avaient plus le droit à rien du tout. Mais on se débrouillait, si possible, à acheter de la marchandise dans des tissages, des choses comme ça, et de les revendre. Il y a des gens qui recherchaient acheter et vendre. C'était la guerre, c'était pas facile. Et dans une certaine mesure, ils arrivaient. Vous n'avez pas connu la guerre, tant mieux pour vous, mais tout se vendait, tout s'achetait. Dans nos recherches, M. Antenne, et après je laisse la parole aux élèves, nous avons comptabilisé dans les années 30 environ 300 à 400 Israélites en Valenciennes, dans les années 30. Dans cette communauté, nous avons remarqué qu'il y a deux familles. Il y a ceux qui sont originaires notamment d'Alsace, de Colmar notamment, les Netter, les Meyer, les Mulbach, etc. Mulbach, non, Mulbach c'est Pologne. C'est un propre cousin de mon père. Parfait, vous corrigez, tant mieux, vous êtes là pour ça. Et Dreyfus, et puis de l'autre côté, donc les familles d'origine polonaise qui arrivent plus tard. La question que les élèves se posaient, est-ce que ces deux groupes se mélanger et se parler, mélanger notamment les... C'était un peu difficile parce que nos parents travaillaient. Parce que il y a des choses que j'ai... Il y avait une question d'éducation, une question d'avoir été à l'école. Et ceux qui venaient de Pologne, ils n'avaient pas été à l'école française. Mais bon, il fallait bien se débrouiller, il fallait travailler. Sans travail, on n'arrive à rien. Même si c'était pas facile. Mais bon, les groupes avaient du mal un petit peu à s'adopter l'un à l'autre. Parce qu'il y avait un niveau supérieur, comme on a dit, médecins, dentistes, pharmaciens. Ceux-là, c'était la crème. C'était la crème des Juifs d'origine Alsace-Lorraine. Et nos parents, ils avaient appris, ils savaient le polonais, forcément. Ils étaient en Pologne. Beaucoup ne maîtrisaient pas le français. Ah oui, rien du tout. Rien du tout. Ma mère, par exemple, a acheté... Ma mère était en Pologne, mais c'était, à un moment, c'était l'Autriche, là-bas. L'Autriche et l'allemand, c'est la même langue. Et donc, ma mère, elle a acheté un dictionnaire français-allemand. Elle dit, je suis en France et je ne sais pas parler l'allemand. Je ne sais pas parler le français, pardon. C'est ma deuxième maman. Tu n'avais pas le droit. Nous, en tant que Français, on n'a pas été embêtés. Français, à partir de quand? Exactement, quand on n'avait pas le droit d'aller dans un jardin. On n'avait pas le droit d'aller au cinéma. Mais enfin, on n'avait pas le droit d'aller à un jardin. Mon frère, il jouait au football à Valenciennes. Mais pas dans l'équipe première, dans la deuxième équipe. Alors, il y a la police qui aimait bien le football. Elle dit, Antenne, normalement, j'ai rien vu, je ne sais rien. Ça veut dire, tu joues au football et on ne s'occupe pas du reste. Il y avait des panneaux d'ailleurs, des affiches, interdits aux juifs, interdits aux juifs. Pas le droit d'aller dans un jardin, pas le droit d'aller au cinéma, pas le droit de jouer au football. Les policiers qui ont arrêté les Valenciennois juifs,
mon frère. Durant ces années 40, ces policiers-là, au retour de la guerre, je dis la vérité. à la fin de la guerre 44-45, ce sont les mêmes policiers qu'on trouve. Donc maman s'est tue. Les collaborateurs ont été amnistiés. Il y en a qui ont été fusillés, mais il y en a beaucoup qui ont été amnistiés. Mais on imagine que la police de Valenciennes qui a procédé aux arrestations, la gendarmerie de Valenciennes est la même en fait. Ouais. J'ai su des années après qui avait dénoncé mon père, parce que c'était aussi sur dénonciation. Ceux qui étaient apatrides, il y en a qui les dénonçaient. Ouais, ton père, il ne s'est pas déclaré, il était apatride. Je ne sais pas si c'est déclaré, mais il n'était pas naturalisé. D'accord. Nous avons évacué en Bretagne. Et il fallait se déclarer. Alors les parents, qui se connaissaient tous, ils faisaient les marchés, l'autre il y avait un magasin, l'autre était cordonnier, l'autre était fourreur. Ben, ils avaient une occupation, un métier. Parce que Vichy oblige les Juifs à se déclarer en préfecture comme... Voilà. Alors les parents, ils se sont dit, on est ici en Bretagne, près de Saint-Brieuc, à Saint-Laurent en Plérin. Saint-Laurent. La baie de Saint-Brieuc. Alors après la guerre, on parlait de Hitler, il nous a payé des vacances. On est au bord de la mer. On n'avait pas beaucoup de moyens non plus. En faisant les marchés, aller en vacances. On ne savait pas ce que c'était que les vacances même, à l'occasion. Pas grand-chose. Alors ils se sont dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il dit, je rentre à Valenciennes, j'ai la maison. Ma maison, elle est là. Donc, on est parti de Saint-Brieuc et on est rentré à Valenciennes parce qu'on se trouvait qu'il n'y avait pas autre chose à faire. On ne savait pas. On ne savait pas la catastrophe qui nous attendait ou qui attendait d'autres. Oui, la famille Dreyfus, ils avaient une malterie. Vous savez ce que c'est qu'une malterie? Expliquez-leur, monsieur. Une malterie, c'est un endroit où on fabrique. Ça sert à faire de la bière, si on veut. Malterie. Je me rappelle comme aujourd'hui, il y avait une maison superbe dans la rue Capron, devant le vieux tribunal de Valenciennes, qui est encore là. Un jour, je passe là-bas, c'est un truc de ma jeunesse. Moi, je savais que c'était un juif, M. Dreyfus. J'ai vu le bonhomme, une belle voiture, Jean Delahaye, d'avant-guerre, et un chapeau riche. Et il avait un chauffeur. Et il avait une usine. J'ai une usine déjà au Faubourg de Paris. C'était pas une petite bricole. Ben lui, il ne se mélangeait pas avec nous. Monsieur Dreyfus. Mais un bonhomme habillé. J'étais pas un pauvre. Mais déjà au départ, ils étaient un peu. Qu'est-ce que je vais dire, d'un autre niveau que nous. D'un autre. Comment dirais-je, ouais, d'un autre niveau. Un bonhomme intelligent, qui avait des moyens, il y avait une situation, une usine où on pouvait bien vivre. Monsieur Dreyfus, mais je me rappelle, la voiture, elle était à cheval sur le trottoir. Elle était sortie de la grande porte de la maison. Si un jour tu repasses là-bas, la maison, elle doit encore être là. Tu regarderas. De Valenciennes, il y en a 100 qui sont disparus de la guerre. Qu'on a à travers le travail que vous avez Auschwitz, partis en fumée. Je pense que la plupart de ceux qui ne sont pas revenus sont partis au début de l'arrestation des Juifs, quand ils ont arrêté les apatrides. Donc c'était comme mon père en 42, 41 ans, pas encore, mais 42, 43. Bon, je pense que ceux qui sont revenus sont selon ceux qui ont peut-être plus de chance que d'autres, qui ont été déportés en 44. Pour revenir à la question posée il y a quelques minutes, sur le fait que les Juifs qui se réunissaient parlaient le dialecte juif qui est le yiddish. Ceux qui venaient de Pologne, ceux qui venaient de Russie, l'Allemagne, ils parlaient tous le yiddish. Donc ils se comprenaient quand ils étaient ils arrivaient en France, ils se réunissaient bien souvent, ils parlaient tous le yiddish pratiquement. Ouais. Et le yiddish est un patois allemand. D'où le fait qu'ils habitent en majorité dans le Cathénebourg. Dans mon cas, pardon. Oui, beaucoup. Du Neubourg. Oui.
tout autour. Apprendre de l'autre, c'est Mais le yiddish, c'est quoi? Ils ont été invités à aller en Allemagne. Ils ont été invités par le roi de Pologne, par la Pologne. Ils ont dit, bon, chez les Juifs, il y a des mecs intelligents. Ils peuvent nous aider, nous donner des idées. Surtout pas. Ça, non. Oui, je ne connais pas grand-chose de l'histoire de mon père. Hein. Justement, Ma mère ne me racontait pas. Vous avez appris quand tout ça alors, du coup? J'ai commencé à comprendre, puisqu'on m'a mis en pension à 7 ans à Saint-Amand, fils de déporté, alors qu'il ne prenait qu'à 8 ans. Donc ils m'ont accepté à 7 ans, donc j'étais en pension très jeune, parce que ma mère s'est retrouvée seule après-guerre. Et quand mon père a été arrêté, on habitait rue du Rempart et on avait une courette à l'époque. À l'époque, il y avait une courette et les toilettes se trouvaient dans la cour et il y avait une échelle. Et l'Allemand dit à mon père, mais vous avez une belle grande échelle, ça donnait sur des garages derrière. Et mon père a dit, oui, mais si je me sauve, vous allez arrêter ma femme et mon gosse. Et quelques jours après, ils ont arrêté ma mère. C'est là que quelqu'un est intervenu en disant, mais Madame Coppel est française. Tu te rappelles oui, et quand elle est partie à la gare, elle m'a confié à une voisine. Les meubles Belin. Oui, on l'a relâchée et après elle est partie en Normandie. Elle s'est cachée. Elle a été recueillie dans une ferme en Normandie. Avec à la moi, fin de la guerre, lui, alors je sais pas, et elle est revenue après le débarquement. Et là, la maison était occupée, la maison était squattée. Et comme mon père était fort à l'époque, il mettait tout dans des grandes... mais ils ont travaillé, ça marchait. Pas des boîtes en osier, mais des grands trucs en osier, vous savez. Il n'y avait plus rien, la maison était squattée. Il a fallu faire partir les gens. Et il n'y avait plus rien. Et ils avaient 2 voitures. Et puis ta grand-mère, voilà, Claude. C'était volé? C'était volé. Ah oui, alors là... Ils ont été remboursés? Moi, je l'ai toujours connu. Je peux vous dire qu'indemnisation pour la spoliation, c'est seulement dans les années 65. Et il a fallu prouver. C'est pour ça, je ne sais pas à qui j'ai parlé, j'ai toujours été Ils n'ont pas remboursé, mais ils n'ont pas payé seulement sur des dires. Il fallait prouver. Il fallait prouver tout ce qu'on avait. Et donc on voit bien, donc si je ne me trompe pas, nous avons votre papa qui est derrière. Hein. Vous êtes ici. Voilà, vous êtes là. Ouais. Et donc cette photo, 1935. 35, donc on fête le départ de M. Finkelberg pour la Palestine. Exact. Et donc dans nos recherches, on reconnaît Max Goldberg, on reconnaît les Spitzberg qui sont sur le côté. Donc on reconnaît notamment des familles qui sont originaires de Pologne. Oui, la plupart. Voilà, Monsieur le président de la communauté turque. D'origine turque. Monsieur Coppel nous a apporté le nom de Monsieur Mulbach qui est ici, je crois. Donc finalement, on élargit un peu, qui est ici, donc on élargit un peu à la communauté alsacienne aussi, mais c'est essentiellement des juifs polonais. Mais le problème, c'est que l'immense majorité, nous ne savons pas qui ils sont. Il suffit juste d'ouvrir le cadre, et vous avez derrière la liste, avec tout le monde. C'était à l'intérieur du cadre. Et on se posait la question avec les élèves de savoir si vous ne pourriez pas venir avec nous. Donc on imagine aller au mémorial en octobre-novembre, on va réserver, déposer nos travaux, parce qu'eux vont pouvoir identifier tout le monde. Et donc personnifier les parcours de chacun. Ah oui, pas de problème. Et est-ce que vous voulez nous accompagner? Moi, je viens. Vous venez avec nous? Je viens. Vous avez vu, on a de la chance parfois. Hein.